Nous, on n'est pas d'accord, pas du tout d'accord, et donc c'est pour ça qu'on veut nous faire taire. On a toujours les mêmes points sur les violations des droits de l'homme et ce qui se passe au Sahara occidental. Un peuple qui résiste continue d'exister. Ce film a été montré à des milliers de personnes, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, même en Angleterre. Et chaque fois, c'est la même surprise, le même étonnement, la même stupéfaction, la même colère même qu'expriment les spectateurs, puisque la plupart du temps, ces spectateurs sont des gens qui sont des défenseurs des droits humains, qui sont militants à Amnesty International, à l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, des gens qui s'intéressent à l'Afrique, qui s'intéressent à l'Afrique du Nord. Et chaque fois, ils se disent, mais on ne savait pas. Pourquoi nous cache-t-on tout ça? Il s'agit de l'histoire de grand mouvement de résistance du peuple sahraoui qui s'est manifesté dans un rassemblement dans la banlieue de Laayoune, la capitale du Sahara occidental, en octobre-novembre 2010. Pendant un mois, 20 000 Sahraouis, dans 8 000 tentes, se sont rassemblés pour protester contre les discriminations économiques et sociales dont ils sont victimes en raison du fait qu'ils sont colonisés par le Maroc depuis 44 ans maintenant. ثبات وصمود الصحراويين وعن ما ولا قد حد يزعزعنا لا باستماره ولا بشيء ثاني الصمود والثبات اللي قايسين دايره ثاني Mon mari, Nama Asfari, est un juriste de droit international qui était un défenseur des droits de l'homme sahraoui et il a été le porte-parole de ce camp de résistance dont Noam Chomsky a dit que c'était le prélude du printemps arabe. En effet, la Tunisie a démarré après, et même le Maroc, puisqu'on parle du mouvement du 20 février 2011. Donc là, c'est le peuple sahraoui qui, pendant un mois, a repris ses habitudes de peuple nomade, en vivant sous la tente et en vivant la liberté, une liberté évidemment très conditionnée, puisque depuis 45 ans, le Maroc occupe le Sahara occidental, et que le peuple sahraoui n'a aucune liberté, ni de parole, ni d'expression, ni de manifestation. Et c'était pour ça qu'ils se sont rassemblés pour montrer à la face du monde qu'ils existaient, que ce n'étaient pas des Marocains, mais que c'était bien le peuple sahraoui. Comme chaque année, au mois d'avril, le Conseil de sécurité renouvelle le mandat de la MINURSO, c'est-à-dire la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum d'autodétermination et pour observer le cessez-le-feu qui existe depuis 1991. Et ce mandat doit être renouvelé chaque année, donc en avril, par le Conseil de sécurité, sur demande du secrétaire général des Nations Unies, après un rapport. Et cette année, pour la première fois, sous la proposition des Américains, ce mandat a été réduit à 6 mois. C'est-à-dire qu'ils ont donné 6 mois pour commencer des négociations entre le Maroc et le Polisario. Donc les 6 mois se terminent fin octobre et nous attendons que le Maroc accepte de se mettre sur la même table que le Polisario, ce qu'il refuse depuis 2012, pour que ce référendum qu'on attend depuis 27 ans ait enfin lieu. Donc on est dans une période cruciale, très intéressante, et nous avons besoin du soutien de tout le monde, de tous les pays d'Afrique, puisque c'est la dernière colonie d'Afrique, et qu'en étant au Togo ces jours-ci, c'était important aussi que je puisse parler de ce peuple sahraoui qui est le dernier peuple non décolonisé d'Afrique, alors que tous les autres ont eu leur indépendance, le dernier étant la Namibie, qui a obtenu l'indépendance de la part de l'Allemagne en 1990. Donc aujourd'hui, le Sahara occidental, l'ancien Rio de Oro, qui était d'abord une colonie espagnole avant d'être recolonisée par le Maroc en 1975-1976, mérite, après 44 ans de lutte, d'obtenir son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Donc cette année, on est dans une nouvelle configuration et on espère que les négociations qui vont démarrer fin octobre, début novembre, vont aboutir à relancer ce processus qui mènera au référendum d'autodétermination, qui est la seule manière dans l'histoire internationale et selon le droit international d'obtenir son indépendance. Plus de 2 ans maintenant, je n'ai pas vu mon mari
puisque les Marocains, donc le gouvernement marocain, ne me laisse plus entrer au Maroc, ne me laisse plus voir mon mari, parce qu'il considère que je suis une agitatrice et que quand on est au Maroc, il y a 3 sujets tabous, c'est le roi, la religion et le Sahara. Et quand je viens au Maroc voir mon mari en prison, il est en prison parce qu'il défend le droit à l'autodétermination, forcément, je viens pour rencontrer un Sahraoui et donc pour défendre mes convictions. La communauté internationale doit enfin obliger le Maroc à organiser ce référendum d'autodétermination qu'il a promis depuis le cessez-le-feu de 1991. Et donc je ne suis plus reçue au Maroc. J'ai été expulsée 4 fois et la 4e fois j'ai fait une grève de la faim. C'était du 18 avril 2018 jusqu'au 17 mai 2018. Pendant 1 mois, j'ai donc fait cette grève pour obtenir le droit de repartir au Maroc voir mon mari. Et le gouvernement français s'est engagé en la personne de M. Macron, qui a demandé à M. Le Drian de négocier ça avec son homologue M. Bourita. Et on est maintenant début octobre et je n'ai pas de nouvelles d'une possibilité de retourner au Maroc. Il a été enlevé le 7 novembre 2010, c'est-à-dire la veille du démantèlement pour lequel il est en prison et pour lequel il a été condamné à 30 ans de prison.